À part le fait qu'il était provisoirement déguisé en curé, la personne de M. Cyril Boguis ne présentait rien de particulièrement sinistre. Antiquaire de son métier, il possédait une boutique et une salle d'exposition sur la Kingsall Road à Chelsea. Ses locaux n'étaient pas grands et en général il ne faisait pas de grosses affaires, mais comme il achetait toujours bon marché, très très bon marché, il parvenait à se faire un joli petit revenu chaque année. C'était un vendeur de talent, et qu'il fût question d'achat ou de vente, il avait le don d'entrer doucement dans la peau du personnage qui correspondait le mieux au goût du client. Il était sérieux et plein de charme avec les vieillards, obséquieux avec les riches, humble avec les dévots, autoritaire avec les faibles, polisson avec les veuves, spirituel avec les vieilles demoiselles. Très conscient de ce don, il n'hésitait pas à s'en servir chaque fois que l'occasion se présentait. Et souvent, à la fin d'un numéro particulièrement réussi, il avait du mal à ne pas se retourner pour saluer une ou deux fois devant le tonnerre d'applaudissements d'un public imaginaire. Malgré cette aptitude à la clownerie, M. Boguis n'était pas fou. En fait, il était connu pour en savoir plus long sur les meubles français, anglais et italiens que quiconque à Londres. D'un goût très sûr, il était prompt à reconnaître et à écarter un objet sans grâce, fût-il authentique. Son amour allait, bien entendu, au grand maître anglais du XVIIe siècle et en particulier chez Stendhal. Mais même avec cela, il lui arrivait de faire le difficile. Il refusait par exemple de laisser entrer dans sa salle d'exposition une pièce de la période gothique ou chinoise de Stendhal. Évidemment, la chose n'était pas simple. Les gens qui vivent à la campagne sont plutôt soupçonneux. Même les riches appauvris. Vous ne pouvez pas aller sonner à leur porte et vous attendre à ce qu'ils vous fassent visiter leur maison, comme ça, pour rien, pour bavarder. Non, de cette façon, vous ne franchirez jamais une porte. Que faire alors pour y parvenir? Il vaudrait mieux ne pas leur dire qu'il était marchand de meubles. Il pourrait être l'employé du téléphone, le plombier, l'inspecteur du gaz, ou même il pourrait être curé. À partir de ce moment, tout le scénario se mit à prendre forme. Monsieur Boguy commanda une importante quantité de cartes où était gravé le texte suivant: le révérend Cyril Winnington Boguis, président de la Société pour la protection des meubles rares, en association avec le musée Victoria et Albert. Et depuis, tous les dimanches, il se transformait en gentil vieux curé qui passait son temps à courir la campagne par dévouement pour sa société, afin de réunir un inventaire des trésors cachés dans les maisons anglaises. Et qui aurait la cruauté de la chasser en apprenant cela? Personne. Mais rien ne pressait. Il avait tout l'après-midi devant lui. La ferme se trouvait au-delà des champs, et pour laisser sa voiture hors de vue, M. Boguis dut la quitter sur la route et suivre un long sentier qui menait directement au potager derrière la maison. Dans un coin de la cour, il y avait 3 hommes debout. L'un d'eux tenait en laisse 2 grands lévriers. Lorsque les hommes virent M. Boguy dans sa robe noire à collier de chien blanc, ils cessèrent de parler et prirent l'air figé. Immobile soudain, les 3 visages le regardaient approcher avec méfiance. Le plus âgé des 3 était un homme trapu, avec une bouche de crapaud et de petits yeux fuyants. Cet homme, M. Boguy l'ignorait évidemment, s'appelait Rumens. Il était le propriétaire de la ferme. Le grand garçon à l'œil malade qui se tenait à côté de Rumens était Berthe, son fils. Le troisième, un peu courteau, au visage ratatiné, aux sourcils joints, aux épaules démesurées, s'appelait Claude. « Bonjour, dit M. Boguis. Quel beau temps, vous ne trouvez pas ?» Les 3 hommes ne bronchèrent pas.
Quel beau chien, poursuivit M. Boggis. Je n'ai jamais vu de course de lévrier, mais il paraît que c'est fascinant. Toujours le silence. Puis-je savoir si vous êtes le propriétaire demanda l'intrépide M. Boggis en s'adressant à Rumins. Que voulez-vous? Excusez-moi de vous déranger un dimanche. M. Boggis brandit sa carte. Rumins la prit et l'approcha de sa figure. Les deux autres, bien que toujours immobiles, laissèrent rouler leurs yeux de ce côté. « Et que vous voulez dire par là » demanda Rumins. M. Boggis venda avec une certaine lenteur les buts et les vertus de la société pour la protection des meubles rares. « Nous n'en avons pas, » lui dit Rumins, lorsqu'il eut fini sa tirade. « Vous perdez votre temps. »« Pas si vite, monsieur, » dit M. Boggis en levant l'index. « La dernière fois, un vieux fermier du Sussex m'a dit la même chose, mais quand il a fini par me laisser entrer chez lui, savez-vous ce que j'ai trouvé? Une vieille chaise sale dans la cuisine, mais qui valait 400 livres. Je l'ai aidé à la vendre, et il s'est acheté un nouveau tracteur avec cet argent. »« Qu'est-ce que vous racontez là ?» dit Claude. « Une chaise de 400 livres, ça n'existe pas. »« Là, pardon, vous vous trompez, » fit d'un air pincé M. Boggis. « Il y a des tas de chaises en Angleterre qui valent 2 fois cette somme, ou même plus que ça. Et savez-vous où elles sont? Eh bien, tout simplement dans les fermes, dans les chaumières de la campagne anglaise, et les propriétaires s'en servent comme d'un escabeau. Ils montent dessus avec leur sale broc de quin pour descendre un pot de confiture du haut de l'armoire, ou pour accrocher un tableau au mur. C'est la vérité, mes amis. » Mal à l'aise, Rumins dansait d'un pied sur l'autre. « Vous voulez dire que ce qu'il vous faut, c'est faire le tour de la maison ?»« Exactement, » dit M. Boggis. Il commençait enfin à comprendre ce que redoutaient ces gens. « Mais rassurez-vous, je ne fouillerai pas vos armoires, ni votre garde à manger. Je voudrais seulement regarder vos meubles pour voir si vous n'avez pas quelque chose de trésor ici, car cela peut arriver. Et puis je pourrais en parler dans le journal de la société. »« Vraiment ?» fit Rumins en le fixant de ses petits yeux malicieux. « On dirait que c'est vous qui cherchez à acheter vos trucs. Sans cela, pourquoi vous donneriez-vous tant de mal ? » ?»« Oh, si seulement j'étais assez riche pour cela. Bien sûr, s'il m'arrivait de trouver un objet à mon goût et dans mes prix, je pourrais être tenté de faire une offre. Mais hélas, cela n'arrive que rarement. »« Bon, dit Rumins, si vous y tenez, venez jeter un coup d'œil. » Il ouvrit la voie à travers la cour, suivi de M. Boggis, de son fils Berthe, de Claude et de ses 2 chiens. Ils passèrent par la cuisine, qui n'était meublée que d'une piètre table de sapin où gisait un poulet mort. Puis ce fut une grande chambre extrêmement sale. Et pan, M. Boggis s'arrêta net, secoué par un petit hoquet d'émotion. Et il resta où il était 5, 10, 15 secondes au moins, le regard fixe comme un crétin, incapable de croire, d'oser croire ses yeux. Ce ne pouvait être vrai, ce n'était pas possible. Mais plus il écarquillait les yeux, plus cela paraissait vrai. Après tout, la chose était là, contre le mur, juste en face de lui, aussi vraie et présente que la maison elle-même. Et qui pourrait s'y tromper? Évidemment, elle était peinte en blanc, l'œuvre de quelque imbécile, mais cela était sans importance. La peinture, c'est facile à gratter. Mais M. Boggis finit par se rendre compte que les 3 hommes qui se tenaient groupés près de la cheminée le regardaient fixement. Ils l'avaient bien vu s'arrêter, hoqueter, écarquiller les yeux, et ils avaient dû voir aussi son visage rougir ou peut-être pâlir. De toute manière, ils en avaient vu assez pour lui gâcher toute son affaire s'il ne trouvait pas rapidement un moyen de s'en tirer. En une fraction de seconde, M. Boggis porta une main à son cœur et s'affaissa sur la chaise la plus proche en respirant lourdement.
Qu'est-ce qui vous arrive? Demanda Claude. Ce n'est rien, fit-il en haletant. Ce sera vite passé. Un verre d'eau, s'il vous plaît, c'est le cœur. Berthe alla lui chercher un verre d'eau, le lui tendit et resta à ses côtés sans cesser de le regarder bêtement. J'ai cru que vous regardiez quelque chose, dit Rumens. Non, non, dit M. Bogis. Oh, Seigneur, non. Ce n'est que mon cœur. Je suis désolé. Cela m'arrive de temps en temps, mais ce n'est jamais long. Je serai remis dans 2 minutes. Car il fallait, se dit-il, trouver le temps de réfléchir, de se calmer parfaitement avant de dire quoi que ce soit. Du calme, Bogis, c'est le principal. Ces gens sont peut-être ignorants, mais ils ne sont pas stupides. Ils sont méfiants, circonspects et sournois. Et si c'est vrai alors? Mais non, c'est impossible. Impossible! Dans un geste de souffrance, il tenait une main devant ses yeux et imperceptiblement, avec beaucoup de précaution, il écarta un peu les doigts et tenta de regarder au travers. Oui, bien sûr, il ne s'était pas trompé en identifiant la chose au premier coup d'œil. Il n'y avait pas le moindre doute. C'était incroyable. Il avait devant lui un meuble pour lequel n'importe quel expert aurait donné toute sa fortune. Pour un profane, évidemment, il pouvait n'avoir rien d'extraordinaire, surtout sous sa couche de peinture blanche et sale. Mais pour M. Bogis, c'était le rêve d'un antiquaire. Comme tout marchand qui se respecte, il savait que parmi les pièces les plus célèbres et les plus convoitées de l'ameublement anglais du XVIIIe siècle figuraient les 3 fameuses commodes Chippendale. Il connaissait parfaitement leur histoire. La première avait été découverte en 1920 dans une maison de Montreton-on-Marche et vendue chez Sotheby à Beaumont. Les 2 autres venaient du Raynham Hall, Norfolk. Elles étaient passées aux mêmes enchères un an plus tard. Elles avaient atteint des prix fabuleux. Il ne se rappelait pas exactement le prix atteint par la première ni même par la seconde, mais il était certain que la dernière avait été vendue 3 900 guinées, et c'était en 1921. Aujourd'hui, la même pièce vaudrait sûrement 10 000 livres. Un expert dont M. Bogis avait oublié le nom avait prouvé dans une récente étude que ces 3 meubles devaient provenir du même atelier car les plaquages étaient du même bois. On n'avait pas retrouvé les factures, mais les experts s'accordaient pour penser que ces 3 commodes n'avaient pu être exécutées que par Thomas Chippendale lui-même. Et ici, M. Bogis se le répétait en regardant à la sauvette par la trouée de ses doigts, ici se trouvait la 4e commode Chippendale, et c'était lui qui l'avait découverte. Il allait être riche et célèbre. C'était un meuble magnifique, construit dans le style rococo de la période la plus heureuse de Chippendale. C'était une grosse commode plantée sur 4 pieds sculptés et cannelés qui la soutenaient à environ 1 pied du sol. Elle avait 4 tiroirs, 2 grands au milieu et 2 plus petits de chaque côté. Le serpentin avant était somptueusement orné de motifs compliqués, de festons, de volutes et de grappes. Les poignées de cuivre, bien que recouvertes en partie de peinture blanche, paraissaient superbes. Quelqu'un demanda « Comment vous sentez-vous » ? « Merci, merci, répondit M. Bogis, ça va déjà beaucoup mieux. Ça passe vite. Mon médecin dit que cela ne vaut pas la peine de m'inquiéter, à condition que je me repose quelques minutes chaque fois que cela arrive. Eh oui, fit-il en se remettant lentement debout, ça va mieux. Ça va tout à fait bien à présent. D'une démarche un peu chancelante, il se mit à déambuler dans la pièce pour examiner un à un chaque meuble
en le commentant brièvement. Ainsi, il put se rendre compte que, mis à part la commode, le reste était sans intérêt. Belle table de chêne, dit-il, mais pas assez ancienne pour avoir de la valeur. Bonne chaise confortable, mais trop moderne, oui, beaucoup trop moderne. Quant à l'armoire, elle est assez intéressante, mais encore sans valeur. Cette commode, il passa près d'elle comme par hasard et claqua dédaigneusement des doigts. Elle vaut bien quelques livres, mais pas plus. C'est une reproduction assez grossière, je le crains bien, de l'époque victorienne probablement. C'est vous qui l'avez peinte en blanc? Oui, dit Rumens, c'est Berthe qui l'a peinte. Excellente idée, c'est beaucoup moins choquant en blanc. C'est un beau modèle, dit Rumens, il y a de belles sculptures. Faites à la machine, rétorqua M. Boggis avec superbe. Il était courbé sur le meuble pour examiner l'exquis travail d'artisan. Cela se voit à 1 kilomètre. Pourtant, c'est assez joli dans son genre. Il y a de la finesse. Il se remit à flâner, puis se ressaisit et revint lentement sur ses pas. Un doigt au bout du menton, il fronça les sourcils comme quelqu'un qui réfléchit très fort. Savez-vous, fit-il en regardant comme par hasard la commode, sa voix était indifférente. Savez-vous, cela me revient maintenant. Il me faudrait des pieds comme ceux de votre commode. J'ai une drôle de table chez moi, une de ces tables basses qu'on met devant le sofa, une sorte de table à café, et l'année dernière, à la Saint-Michel, alors que je m'installais dans ma maison, ces imbéciles de déménageurs en ont complètement abîmé les pieds. J'aime beaucoup cette table, j'y mets toujours ma Bible et toutes les notes de mes sermons. Il se gratta le menton. J'y pense maintenant. Les pieds de votre commode lui conviendraient certainement. Oui, c'est sûr. On pourrait facilement les couper et les fixer à ma table. Il jeta un regard circulaire et vit les 3 hommes immobiles, le regard soupçonneux. 3 paires d'yeux absolument dissemblables, mais où se lisait la même incrédulité. M. Bougui secoua la tête en souriant. Allons, qu'est-ce que je raconte? Je parle comme si ce meuble m'appartenait, excusez-moi. On dirait que vous avez envie de l'acheter, dit Rumens. Eh bien, M. Boggis regarda de nouveau la commode en fronçant les sourcils. Je n'en suis pas sûr, peut-être bien, puis non, je crois que cela ferait trop de dérangement. Elle ne les vaut pas, il faut mieux que je la laisse. Combien pensez-vous offrir? Pas beaucoup, je le crains, vous savez, ce n'est pas un meuble d'époque, ce n'est qu'une reproduction. Ce n'est pas sûr, dit Rumens. Nous l'avons depuis 20 ans. Et avant elle était au manoir. Je l'ai achetée moi-même aux enchères quand le vieux châtelain est mort. Vous n'allez pas me dire que c'est moderne. Elle n'est pas moderne à proprement dit, mais elle n'a sûrement pas plus de 60 ans. Elle en a plus que ça, dit Rumens. Berthe, où est ce morceau de papier que tu as trouvé un jour au fond d'un tiroir? Ce vieux billet, tu sais bien? Le garçon eut un regard distrait. M. Boggis ouvrit la bouche, puis la referma sans avoir émis un son. Il commençait littéralement à trembler d'émotion, et pour retrouver son sang-froid, il marcha vers la fenêtre et regarda une grosse poule brune qui picorait des grains épars dans la cour. Il était au fond d'un tiroir, sous tous les pièges à lapins, dit Rumens. Trouve-le et montre-le au curé. Quand Berthe fut près de la commode, M. Boggis se retourna. Il ne put s'empêcher de le guetter. Il le vit tirer un des grands tiroirs du milieu. Le tiroir glissa avec une douceur admirable. La main de Berthe plongea dans un fouillis de câbles et de ficelles. « C'est ça que vous vouliez dire ?» Et Berthe retira du fond du tiroir un pli jauni. Il le tendit à son père qui le déplia et l'approcha de ses yeux. «
Vous n'allez pas me dire que ce papillon n'est pas diablement vieux, dit Rumins en tendant le papier à M. Boguis dont les mains tremblaient. Le papier était cassant. Il lui craquait un peu entre les doigts. C'était écrit à la main d'une grande écriture penchée. Édouard Montagu Esquire, Dr. Ethos Chippendale. Une grande table commode du meilleur acajou, richement sculptée, montée sur pieds cannelés, 2 grands tiroirs très nettement façonnés au milieu et 2 dito de chaque côté. Riches poignées et ornements de cuivre ciselé, tout fini dans le goût le plus exquis. 87 livres. Monsieur Boguis se tenait péniblement debout, luttant ferme contre l'émotion, contre le vertige. Ô Dieu, c'était merveilleux! Cette facture faisait encore monter la valeur. Au nom du ciel, combien atteindrait-elle maintenant? 12 000 livres? 14? Peut-être 15 ou 20? Qui sait? Bon Dieu! Il jeta le papier sur la table avec mépris et dit d'une voix tranquille: « C'est exactement ce que je vous disais, une reproduction victorienne. C'est tout simplement la facture que le vendeur a donnée à son client en faisant passer le meuble pour une pièce ancienne. Des papiers de ce genre, j'en ai vu des tas. Vous remarquerez vous-même qu'il ne dit pas qu'il a fabriqué lui-même la commode. C'est tout dire. »« Racontez ce que vous voudrez, déclara Rumins, mais c'est un papier ancien. »« Bien sûr, mon cher ami, il est victorien, autour de 1890. C'est vieux de 60 ou 70 ans, j'en ai vu des centaines. À cette époque, des tas de fabricants ne faisaient rien d'autre que de truquer les beaux meubles du siècle précédent. « Écoutez-moi, curé, dit Rubens, pointant vers lui un gros doigt crasseux. Vous en savez sûrement un bon bout sur la question, mais voilà ce que je dis, moi. Comment diable pouvez-vous être si sûr que c'est un faux, alors que vous n'avez même pas vu de quoi ça a l'air sous la peinture blanche? »« Approchez, dit M. Boguis, approchez, je vais vous montrer. » Il se planta devant la commode et attendit qu'ils approchent. « Maintenant avez-vous un couteau ?» Claude sortit de sa poche un canif et M. Boguis le prit pour ouvrir la plus petite lame. Puis, procédant en apparence négligemment, mais en réalité avec un soin extrême, il se mit à gratter la peinture blanche sur une petite surface du sommet de la commode. La peinture se détacha proprement du vieux et dur vernis qui était en dessous. Quand il eut ainsi nettoyé 3 cm², il recula et dit: « Maintenant, regardez. » C'était beau. Une chaude petite surface d'acajou, brillant comme une topaze, dans la splendeur riche et profonde de ses 200 ans. « Qu'y a-t-il de mal ?» demanda Rubens. « C'est truqué, tout le monde vous le dira. »« Comment pouvez-vous le voir? Dites-le nous. » »« Bon, je dois dire que c'est plutôt difficile à expliquer. C'est surtout une question d'expérience. Et mon expérience me dit que sans aucun doute, ce bois a été travaillé à la chaux. C'est de cela qu'ils se servent pour l'acajou, pour lui donner cette couleur sombre à l'ancienne. Pour le chêne, ils prennent des sels de potasse, et pour le noyer, c'est l'acide nitrique. Mais pour l'acajou, c'est toujours la chaux. Les 3 hommes s'approchèrent un peu plus pour scruter le bois. Ils manifestaient à présent une lueur d'intérêt. C'était toujours instructif d'entendre parler d'une nouvelle forme d'escroquerie et de tromperie. Regardez bien le grain. Vous voyez cette petite touche d'orange au milieu du rouge brun? C'est la trace de la chaux. Ils vinrent plus près encore, le nez contre le bois. Rumens d'abord, puis Claude, puis Berthe.
Et puis, il y a la patine, poursuivit M. Bogies. La quoi? Et il leur expliqua le sens de ce mot par rapport aux meubles. Mes chers amis, vous n'avez pas idée du mal que se donnent ces coquins pour arriver à imiter la patine, la belle et vraie patine, comparable à celle du bronze. C'est terrible, c'est vraiment terrible, et cela me rend malade d'en parler. Le travail des uns sert à tromper les autres, s'écria M. Bogies. N'est-ce pas dégoûtant? Savez-vous ce qu'ils ont fait ici, mes amis? Je peux le voir, moi. Je peux presque les voir faire, comme ils frottent le bois, longuement, rituellement, à l'huile de lin, comme ils le recouvrent d'un vernis français habilement coloré. Puis, ils le passent à l'estompe et au glacis, puis à la cire d'abeille, mêlée savamment de poussière et de saleté. Et finalement, ils le passent à la chaleur, pour faire craqueler le vernis et lui donner cette apparence de vernis vieux de 2 siècles. Vraiment, cela me bouleverse, une telle friponnerie. Les 3 hommes continuaient à regarder fixement la petite tache de bois sombre. « Touchez-le, ordonna M. Bogies. « Touchez-le du bout du doigt. Alors, c'est chaud ou c'est froid? »« C'est froid, » dit Rumens. Exactement, mes amis. C'est un fait que la patine truquée est toujours froide au toucher. La vraie patine donne une curieuse sensation de chaleur. Celle-ci n'est ni chaude ni froide, ni Rumens prêt à discuter. Non, monsieur, elle est froide, mais naturellement il faut des doigts experts et sensibles pour émettre un jugement valable. On ne peut vous demander de juger la qualité de ce bois, comme vous ne pourriez me demander à moi de juger la qualité de votre orge. Dans la vie, cher monsieur, tout n'est qu'expérience. Les hommes regardaient l'étrange curé, son visage rond comme la lune, aux yeux bombés. Moins soupçonneux que tout à l'heure, parce qu'il avait l'air de s'y connaître, mais loin encore d'avoir confiance en lui. M. Bogies se pencha pour désigner une des poignées de métal des tiroirs. « Voici un autre truc, dit-il. Le vieux cuivre a normalement une couleur et un caractère qui lui sont propres, le saviez-vous? » Il le fixait en attendant qu'il en dévoile davantage. Mais l'ennui, c'est qu'ils sont devenus trop habiles à la sortir. Si bien qu'il est à peu près impossible de voir la différence entre du vrai vieux et du faux vieux. Je veux bien reconnaître qu'il me le faudrait deviner. Ce n'est donc pas la peine de gratter la peinture de ces poignets. Nous n'en serions pas plus avancés. Comment peut-on donner l'air vieux à du cuivre neuf? Demanda Claude. Le cuivre ne rouille pas, vous savez. Vous avez parfaitement raison, mon ami, mais ces gredins ont leur secret bien à eux. Par exemple, demanda Claude. Toute révélation de ce genre avec de la valeur pour lui, on ne sait jamais. Voilà ce qu'ils font, dit M. Bogies. Ils placent les poignets pendant la nuit dans une boîte de copeaux d'acajou saturée de sel d'ammoniac. Cela fait verdir le métal, mais si vous grattez le verre, vous trouverez en dessous un beau et doux lustré à la fois chaud et argenté, comme celui du très vieux cuivre. Oh, vraiment, c'est inhumain ce qu'ils font. Avec le fer, ils ont un autre tour. Que font-ils avec le fer? Demanda Claude fasciné. Le tour du fer, c'est facile, dit M. Bogies. Les serrures, les charnières, la vaisselle, ils enterrent tout ça dans du sel, du gros sel ordinaire. Puis, ça sort tout rouillé, tout piqueté en un rien de temps. Très bien, dit Rumens, mais vous admettez que vous ne pouvez rien dire au sujet des poignées. Elles ont peut-être des centaines et des centaines d'années. Qu'en savez-vous?
Ah, murmura M. Bogy en regardant Rumès de ses gros yeux de veau, c'est là que vous vous trompez. Regardez donc ceci. Et de sa poche, il sortit un petit tournevis. Mais en même temps, sans que personne puisse le voir, il en sortit aussi une petite vis de cuivre pour la cacher dans sa main fermée. Puis, il jeta son dévolu sur une des vis de la commode. Il y en avait 4 à chaque poignée, et se mit à en gratter soigneusement toute trace de peinture. Puis, lentement, il la dévissa. Si c'est une authentique vis du XVIIIe siècle, dit-il, la spirale sera un peu irrégulière, puisqu'elle a été travaillée à la lime. Mais si cette pièce est truquée, si elle est de l'époque victorienne ou de plus tard, la vis sera obligatoirement de la même époque. Ce sera une vis faite à la machine en série. Bien, nous allons voir. Et en posant sa main sur la vis ancienne pour la retirer, M. Bogy n'eut aucun mal à lui substituer la neuve cachée jusqu'alors dans sa paume. Nous y voilà, dit-il, en tendant la vis moderne à Rumens. Regardez un peu. Vous voyez la parfaite régularité de la spirale? Vous la voyez? Eh bien, c'est tout simplement une petite vis courante que vous pourriez acheter vous-même dans n'importe quelle quincaillerie de village. La vis passa de main en main. Chacun l'examina minutieusement. Même Rumens, cette fois-ci, était impressionné. M. Bogy remit le tournevis dans sa poche en même temps que la jolie vis taillée à la main qu'il avait extraite de la commode. Puis il se retourna pour se diriger lentement vers la porte en passant devant les 3 hommes. « Mes chers amis, dit-il en s'arrêtant à l'entrée de la cuisine, vous avez été très gentils de m'avoir accueilli dans votre petite maison. J'espère que je n'ai pas été un affreux raseur. » Rumens, qui examinait toujours la vis, leva les yeux. « Vous ne nous avez pas dit ce que vous offririez, dit-il. »« Ah, dit M. Bogy, c'est juste. Je ne vous l'ai pas dit, eh bien, pour être tout à fait sincère, je crois que cela ferait trop de dérangement. Je préfère abandonner cette idée. »« Combien donneriez-vous ? Vous voulez dire que vous désirez vraiment vous en séparer ? » ?»« Je n'ai pas dit cela, je vous ai demandé combien. » M. Bogy regarda la commode. Il tourna la tête d'un côté puis de l'autre. Il fronça les sourcils, fit la moue, haussa les épaules. De la main, il fit un petit geste dédaigneux, comme pour dire que la chose n'en valait pas la peine. « Mettons 10 livres. Je crois que ce serait correct. »« 10 livres » s'écria Rumens. « Voyons, curé, ne soyez pas ridicule. »« Autant en faire un feu de bois, » dit Claude avec dégoût. « Et ce billet, reprit Rumens, en poignardant si sauvagement de son index main propre le précieux document que M. Bogy faillit en trembler. « Il vous dit bien le prix ? 87 livres ? Si c'était neuf alors. Maintenant que c'est vieux, ça vaudra bien le double. » « C'est ce qui vous trompe, monsieur, si vous voulez bien m'excuser. Il s'agit d'une reproduction de seconde main. Mais pour vous être agréable, mon ami, je vais être généreux. C'est plus fort que moi. Que voulez-vous ? J'irai jusqu'à 15 livres. D'accord ? Faites-en 50, dit Rumens. Un délicieux petit frisson tout en pointe d'aiguille parcourut le dos de M. Blockis. C'était joué. La chose était à lui. Il n'y avait plus de doute. Mais l'habitude acquise au long des années d'acheter à bas prix, à prix aussi bas que possible, était trop profondément ancrée en lui pour qu'il se rendît aussi facilement. « Mon cher ami, murmura-t-il avec douceur, je ne veux que les pieds, pensez-y. Peut-être pourrais-je me servir des tiroirs un jour, mais le reste,
Toute cette carcasse, c'est bon pour le feu, comme votre ami l'a dit si bien, justement. Faites-en 35, dit Rumins. Impossible, monsieur, impossible, cela ne les vaut pas. Je ne peux pas me permettre de chipoter comme ça sur un prix. C'est inadmissible. Mais je vais vous faire une dernière offre avant de m'en aller. 20 livres. Va pour les 20 livres, aboya Rumins. Oh, mon cher, dit Bovitz en lui serrant les mains, c'est tout moi. Je n'aurais jamais dû vous faire cette offre. Vous ne pouvez plus reculer, curé. Un marché est un marché. Oui, oui, je sais. Comment allez-vous faire pour l'emporter? Eh bien, voyons, peut-être si j'amenais ma voiture dans la cour, ces messieurs seraient assez bons pour m'aider à la charger. Une voiture? Ça n'entrera jamais dans une voiture. Il vous faudrait un camion. Je ne crois pas. De toute manière, nous allons voir. Ma voiture est sur la route. J'en ai pour 2 secondes. Nous trouverons bien un moyen, j'en suis sûr. Monsieur Bogy gagna la cour, franchit le portail, descendit le long sentier qui menait vers la route. Il ne put retenir quelques petits gloussements de satisfaction. Que ne donnerait un reporter pour en prendre une photo? Il s'en occuperait peut-être. On verra bien. Ô jour glorieux! Quel merveilleux dimanche! De retour à la ferme, Rumins dit: Marrant ce vieux radis noir qui donne 20 livres pour un rebut pareil. Vous vous en êtes bien tiré, monsieur Rumins, dit Claude. Vous croyez qu'il va vous payer? Faut bien. Sans ça, on ne la mettra pas dans la voiture. Et si ça n'y entre pas? Demanda Claude. Voulez-vous que je vous dise, monsieur Rumins? Eh bien, je crois que c'est ça, le truc est trop grand pour entrer dans la voiture. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Il laissera tomber, il se sauvera, et vous ne le reverrez plus jamais, ni lui, ni l'argent. Rumins s'arrêta pour prendre en considération cette alarmante éventualité. Comment voulez-vous qu'un machin pareil entre dans une voiture? Reprit Claude impitoyable. Un curé, ça n'a jamais une grosse voiture. Vous avez déjà vu un curé avec une grosse voiture, monsieur Rumins? Je ne peux pas vous dire. Vous voyez bien. Et maintenant, écoutez-moi, j'ai une idée. Il dit qu'il ne veut que les pieds. Alors, on les coupe sur le champ, et quand il sera de retour, ce sera chose faite. Et alors, ça entrera sûrement dans sa voiture, et ça lui évitera de les couper lui-même en arrivant chez lui. Qu'en pensez-vous, monsieur Rumins? Une fierté mielleuse illuminait la grosse face bovine de Claude. Pas mauvaise, votre idée, fit Rumins en regardant la commode. Elle est même vachement bonne. Alors, on y va, dépêchez-vous. Portez-la dans la cour, vous et Berthe. Je vais aller chercher une scie. Sortez d'abord les tiroirs. Au bout de 2 minutes, Claude et Berthe avaient sorti la commode pour la poser tête en bas dans la cour, au milieu de la fiente de poulet, de la bouse de vache et de la boue. Rumins arriva, en pataugeant, du fond des étables. Il portait une longue scie. Claude lui prit la scie et se mit au travail. « Coupez-les bien ras, dit Rumins. N'oubliez pas qu'il veut s'en servir pour sa table. » L'acajou était très dur et très sec, et à mesure que Claude maniait la scie, une fine poussière rouge se répandait sur le sol. Un à un, les pieds tombèrent, et lorsqu'ils furent tous sectionnés, Berthe se pencha pour les ranger avec soin. Claude recula pour examiner son œuvre. Il eut un long silence. « Une question, monsieur Rumins, dit-il lentement. Maintenant, pourriez-vous mettre cet énorme truc à l'arrière d'une voiture? Sûrement pas si ce n'est pas un fourgon. C'est ça, s'écria Claude.
Et un curé, ça n'a pas de fourgon. Il ne lui faut que les pieds, dit Rumins. Si le reste n'entre pas, il n'a qu'à le laisser. Il ne pourra pas se plaindre, il aura les pieds. Mais il y a autre chose, monsieur Rumins, dit patiemment Claude. Vous savez bien qu'il va baisser le prix s'il manque le moindre morceau. Un curé, c'est aussi malin que n'importe qui dès qu'il s'agit de ses sous. Ne vous y trompez pas. Surtout ce petit vieux-là. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour lui faire du bois? Et puis, on sera quitte. Vous avez une hache? C'est assez juste, dit Rubens. Berthe, va chercher la hache. Berthe s'en fut à l'étable et revint aussitôt avec une grande hache à fendre le bois. Il l'attendit à Claude. Ce dernier cracha dans ses mains et les frotta l'une contre l'autre. Puis, d'un long mouvement bien rythmé, il attaqua énergiquement la carcasse sans pied de la commode. C'était un rude travail, et il lui fallut plusieurs minutes pour mettre tout le meuble en pièces. Ça, alors, dit-il en se redressant pour s'éponger le front, il connaît rudement bien son métier, ce diable de charpentier qui a fait ce truc-là, et je me fiche pas mal de ce qu'en dit le curé. Nous avons fini juste à temps, s'écria Rumins. Le voilà qui arrive.